You were so low because of your illness that you almost killed yourself. Yes. That's when I was so depressed, I wanted to die. De l'ombre à la lumière, parfois, il n'y a qu'un pas. Ou alors une mèche rebelle. Et pendant des années, elle a chanté dans le noir. Elle a assommé sa peine avec des mots et des mélodies. Elle a écrit pour les autres. Et elle s'est cachée. Elle a essayé de se préserver, préserver sa peur, préserver son talent. Et quand le monde l'a enfin reconnue, elle s'est cachée encore plus. Parce que parfois, devenir une star, c'est accepter d'être dévoré. Britney Spears en sait quelque chose. Et elle, Sia, voulait briller, mais sans être brûlée par la lumière. Magnéto, Serge. Alors, si vous me le permettez, on est en famille, respirons un peu ensemble. Ça veut dire quoi? Qu'on inspire et qu'on expire. Alors, cet exercice qui vous paraît banal, vous êtes en train de vous dire, non mais en fait, il nous a pris pour des gogoles. Si on ne savait pas respirer, on ne serait pas devant sa vidéo. On serait en train de jouer au poker avec Michael Jackson. Toutefois, c'est pas toujours quelque chose de simple à exercer pour tout le monde parce que le fait de respirer, le fait de vivre, justement, entraîne souvent un lot de responsabilités et parfois, ça peut devenir trop lourd. C'est ce qui se passe à ce moment précis, vu que nous sommes dans un studio d'enregistrement, au moment où cette chanteuse qui s'appelle donc Sia Fleur, c'est une chanteuse australienne à la base, est en train d'écrire cette chanson qui s'appelle donc Breathe Me. C'est un appel à l'être, une lettre de détresse nue, un cœur en souffrance. Et donc cette femme pose les mots dans le studio de ce qui la gangrène. Elle dit « Aide-moi, je l'ai refait, je suis passée par là plusieurs fois, je me suis encore fait du mal aujourd'hui. Et le pire, c'est que je ne peux accuser personne d'autre que moi. » On parle ici presque d'automutilation, il y a quelque chose d'à la fois psychologique et physique. Plus loin dans la chanson encore, elle vous tend la main, elle vous dit « Sois mon ami, tiens-moi, enveloppe-moi, déploie-moi, je suis petite et vulnérable, réchauffe-moi, respire-moi. » Tout avait pourtant bien commencé. Nous sommes au milieu des kangourous. Je suis fatigué. Ça n'a même pas encore commencé, je suis fou. Tout avait pourtant bien commencé. Nous sommes dans les années 80, en Australie, dans le sud de l'Australie. On n'est pas là pour les kangourous, on est là pour la petite Sia, qui est une jolie petite fille, très épanouissante. C'est aussi, bien sûr, une Australian baby, parce que elle chante, elle s'inspire de Chaka Khan, de Sting, elle a des idoles, elle regarde tout ce qui se passe dans le milieu de l'art, parce que c'est un milieu qui la passionne, mais c'est aussi parce que ses parents, ce sont des passionnés d'art. Sa mère est une maîtresse de conférences et bibliothécaire, enfin, grande culture. Son père est un musicien, et un musicien aguerri qui fait écouter à sa fille pas mal de choses. Alors, son petit défaut, c'est qu'il aime quand même pas mal la bouteille. Dès qu'il voit une bouteille de vin, il voit une bouteille de vin. Et elle a un oncle qui est un réalisateur connu et qui, à ses 12 ans, l'amène carrément au Grammy Award. Et elle assiste au Grammy Award depuis la limousine. Elle regarde toutes les célébrités et tout. Et elle se dit, ah, je vais devenir chanteuse. À ce moment-là, elle est presque sûre d'elle. Elle commence à faire ses classes. Elle s'inspire de ses idoles pour le chant. Et petit à petit, elle trouve les moyens de s'insérer dans des univers musicaux. Elle va donc notamment tomber sur un groupe d'acid jazz qui s'appelle Crips. Et elle commence à enregistrer avec eux. Et elle fait ses premières classes, ses premières tournées sur leurs 2 premiers albums, où elle est la lead singer et où on repère son terme de voix grave, torturée. Il n'y a pas un écosystème exceptionnel autour d'elle, mais ça lui permet déjà de vivre, de faire des petites tournées, d'enregistrer son premier album qui va s'appeler Only See. Et dans cet album-là, c'est vraiment un univers très trip-hop. Vraiment, elle est dans cette mouvance très mainstream. C'est la chanteuse avec son groupe très indé qui revendique plus ou moins une façon de penser la musique un peu différente.
Et là, du coup, bonne famille, talent, 97, tout ce qui lui manquait, c'était de tomber sur Max Martin quelque part et d'aller taper les couettes de Britney Spears pour devenir la prochaine pop star. Normalement, c'est ce qui aurait dû se passer s'il y avait peut-être pas eu ce fameux appel. Le 30 septembre 97, alors qu'elle est en concert en Australie, Sia, qui sort de scène, reçoit une mauvaise nouvelle. Son petit ami Daniel est décédé. Il a fait une overdose à Londres. Elle est totalement paniquée, prise de peur, endeuillée. Et elle décide effectivement de quitter l'Australie pour aller notamment rendre un dernier hommage à son amour à Londres. Quand elle arrive à Londres, vu qu'elle est talentueuse, elle réussit à trouver du travail. Elle fait les backgrounds pour Jamiroquai. Elle devient la lead singer d'un groupe un peu punk qui s'appelle Zero Seven. Mais ça, c'est la façade. À l'intérieur, Sia souffre. Petit à petit même, la flamme s'éteint. C'est-à-dire que la peine devient trop lourde à porter pour elle. Parce que la peine devient trop lourde à porter pour elle, elle se lance dans quoi? La farine. Et le deuxième point, l'alcool. 1, 2, 3, elle boit. Tu cherches Sia quelque part, tu es sûr de la trouver dans un bar, en train de soir des bonnes. Quand elle veut s'endormir, c'est du Xanax. C'est-à-dire qu'elle est Michael Jackson avant Michael Jackson. Elle dort avec la farine, elle se réveille avec la farine. Et quand elle voit un verre... Cette période noire, rien ne lui permet véritablement de s'en sortir. Elle signe un contrat en maison de disque en 2001 et l'album justement est l'épitome de ça. Il s'appelle Healing is Difficult, ça veut dire guérir c'est difficile et c'est un album très personnel dans lequel elle raconte à quel point ce que je vous ai fait faire au début là, vous savez, respirer, ben en fait ça lui est hyper difficile. Toutes les chansons, y compris le premier single Taken for Granted, le second single s'appelle Drink to Get Drunk. Il n'y a pas plus simple. Mais ce qui est fascinant dans cet album, c'est à quel point elle est déjà habitée par des traumas profonds. Le premier titre s'appelle Fear. Dans cette chanson, on l'entend dire... Il y a une autre chanson qui m'a toujours marqué qui s'appelle Sober and Unhissed. Et dans cette chanson-là, elle dit que, en fait, quand je suis sobre, je suis seule. Et donc finalement, ça montre encore mieux à quel point elle est enfermée dans la farine et dans ce qui va être un début d'alcoolisme, parce que pour elle, finalement, ces repères-là deviennent les meilleurs moyens pour elle d'atténuer ce qui brûle en elle, la peine. Et cette lettre de détresse déguisée en musique, ou alors cette musique imprégnée de détresse, passe pas forcément très bien auprès du grand public, c'est pas un gros succès. Et elle continue dans cette spirale là jusqu'en 2004 où elle sort un second album qui s'appelle Color the Small One, colorier la petite. Et vous l'aurez compris, le thème de cet album reste encore principalement le même, la dépression, la solitude, les relations impossibles, parce que à ce moment-là aussi, elle enchaîne les relations toxiques aussi bien que les verts pour pouvoir oublier Daniel qu'elle n'arrive pas à oublier. Donc du coup, rien ne change et on l'entend dès le premier single Don't Bring Me Down. So low because of your illness that you almost killed yourself. Yes. Et là encore, l'album n'est pas un gros succès pour elle. C'est un disque pop qui, pour moi, est de très bonne facture, mais qui passe un peu inaperçu aux yeux du très grand public, jusqu'à ce qu'en 2005, le producteur de la magnifique série, l'iconique série, là, je sais qu'il y a des fans de Six Feet Under là dans le coin, j'espère que vous êtes prêts. Donc du coup, le producteur de Six Feet Under décide de mettre à la fin du dernier épisode, l'épisode qui est d'ailleurs magnifique, pour le coup, j'adore cette série. En fait, il décide de mettre à la fin de cet épisode-là Sia et la chanson Breathe Me, qui était donc le second single de l'album Color the Small One. Mais quand le producteur décide de la sortir, la chanson est un peu passée inaperçue. On n'est pas dans l'ère du streaming où les chansons ont une durée de vie éternelle. Il la repropose au public et le public de Six Feet Under tombe amoureux de la voix de cette femme qui appelle à l'aide. Elle va d'ailleurs dire que le jour où elle écrit cette chanson, elle est tellement dans les excès qu'elle se dit, bon, peut-être que quelqu'un va me tendre la main, on va peut-être pas le faire, mais en tout cas, c'est peut-être mon testament, et c'est justement ce titre-là qui va totalement tout changer pour elle, parce que le succès de la série, la façon dont le titre est amené, comment ça va émouvoir le public, ça va totalement transformer l'image de Sia, qui va devenir une pop star d'un coup bankable. Plusieurs labels vont s'intéresser à elle, on va commencer à se dire, est-ce qu'il y a pas mal d'argent à se faire autour d'elle? C'était le début d'une nouvelle vie. Oui, début 2006, vous pourriez vous dire,
C'était le moment pour elle d'aller bagarrer avec Fergie et Nelly Furtado. Bah oui, parce que là, ça commence à bien marcher. Peut-être que les labels US auraient pu plus s'intéresser à elle. Et le bonheur, enfin celui qu'on cherche tous. Sia commence à être reconnue dans la rue, elle fait des scènes, elle commence à avoir un public un peu alternatif pop et tout. Ce dont tout le monde rêve en réalité, mais elle va se rendre compte très rapidement que ça ne la guérit pas elle. Elle va d'autant plus sombrer parce que le mode de vie de pop star qui en plus demande de voyager, de se structurer, d'avoir une véritable organisation est extrêmement compliqué pour elle. Les addictions sont d'autant plus fortes dans son schéma. L'alcoolisme, qui n'est pas encore décrété comme tel, continue de la gangréner, mais comme il faut rendre un album, elle sort en 2008 un album qui s'appelle Some People Have Real Problems. Certaines personnes ont de vrais problèmes. Et dans cet album-là, il y a une chanson qui s'appelle The Girl You Lost to Cocaine. La fille que tu as perdue à cause de la cocaïne, qui en fait est en réalité elle-même. Elle reprend en fait son histoire et elle s'adresse à un mec en disant que tu m'as vu sombrer, mais tu n'as pas pu me sauver ou me tendre la main. Cet album-là sera l'album de représentation de Sia. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans cet album-là, elle essaie de donner l'image d'une femme qui va mieux, même si on retrouve encore beaucoup de fêlures dans le disque. Mais en réalité, la souffrance reste intacte, voire pire. Elle pense de plus en plus que, vu que la célébrité non plus ne l'aide pas, le meilleur moyen de mettre un terme à tout ça, c'est de trouver la formule pour arrêter de respirer. You were so low because of your illness that you almost killed yourself. Yes. Elle imagine d'ailleurs des schémas où elle essaie de le faire. Un jour, elle finit par essayer de le faire. Elle met tout en place. Elle remplit son gobelet de comprimés et tout. Et là, elle va recevoir un appel un peu particulier parce qu'elle s'attend pas forcément à ça. L'appel vient d'un ami à elle. Cet ami finit par la raison et elle se dit bon, je vais encore rester avec ces Mongols pendant un petit temps. I became a pop songwriter because I was uncomfortable, like touring, getting famous. I didn't like the things that were coming with singing. Elle a bien fait, parce que quelques jours après ça, c'est une chanteuse très connue aux États-Unis qui l'appelle. Cette chanteuse prépare la sortie de son 4e album qui s'appellera Bionic. Elle est très connue et à l'époque, son retour est très attendu. Christina Aguilera dit à Sia, franchement, j'ai adoré ton œuvre. J'ai écouté les 3 premiers albums, ton truc torturé, folie là. Franchement, tu m'as l'air dingo de fou, mais j'aime bien. Il t'est arrivé beaucoup de malheurs dans ta vie, non? Vous vous rappelez d'Aguilera à l'époque? Vous savez qu'elle est capable. Il t'est arrivé beaucoup de malheurs dans ta vie, toi, non? Dis-moi tout. Ah non, enfin non. Ne me dis pas, j'ai pas de temps pour ça. Écris, c'est mieux. What I did with Sia, singer-songwriter Sia, who is amazing. I know, she's Love her. just an amazing person too. You'd love, she's a sweetheart and so creative. Et en fait, Christina Aguilera, qu'on cite trop peu souvent, va être la première pop star à tendre la main à Sia, qui est une songwriter australienne, c'est important de le retenir, qui est pas signée. C'est une majeure américaine, mais elle va lui dire je crois en toi, et elle va notamment lui donner plusieurs chansons de l'album Bionic, donc selon moi le masterpiece, parce que je trouve que cette chanson c'est un masterpiece qui s'appelle donc You Lost Me. C'est une des meilleures chansons de Christina Aguilera pour moi, et je trouve que, alors Aguilera, vous savez comment je l'appelle en général, parce que voilà, elle exagère, mais je trouve que ses interprétations live de You Lost Me font partie des meilleures démonstrations vocale qu'elle ait pu faire. Surtout American Idol, je crois. Beaucoup de ressentis, et on retrouve justement la patte de Sia. C'est l'entrée. À ce moment précis, quand Aguilera le fait, elle prend un risque. Il n'y a pas d'écosystème autour de Sia sur la scène pop mondiale ou alors sur la scène américaine. D'ailleurs, c'est un risque qui ne sera pas payant pour elle parce que la chanson flop. En revanche, c'est une autre matrice dans la carrière de Sia parce que en début 2010, elle décide de totalement couper son ancienne vie. Elle a un regain d'espoir. Elle va aux Alcooliques Anonymes, elle se pose et elle veut reprendre sa vie en main. Elle décide de vivre. Et comme c'est quelqu'un qui a toujours vécu tout à fond, c'est une boulimique non seulement dans ses addictions, mais de talent, en fait, elle se rend compte qu'elle pourrait peut-être trouver le moyen de profiter donc de fait de son talent, de son art, de ce qu'elle aime faire, sans avoir la célébrité et en ayant un certain confort. C'est à partir de là donc qu'elle commence à être contactée par pas mal de producteurs pour écrire pour d'autres artistes. Et David Guetta la contacte notamment pour un titre qui va s'appeler Titanium, qu'elle écrit mais qu'elle déteste. Elle aime pas les zones de Florida. Elle se dit oh là 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 là, mais Stevie de Music ici m'écoute sur ça là, qu'est-ce qu'il va se dire?
Elle a peur que ses fans détestent ce truc parce qu'elle, elle n'aime pas ça. C'est quoi ce truc? They played me like 12 tracks of David Guetta's, but they played me the guitar part of Titanium, and I said, that one. And then I wrote the song, sang it, and I thought it was going to go off to Alicia Keys. And then he approached Mary J. Blige, and then the record gets pre-released, and I read that I'm on the album. But I was really mad about it at the time because that wasn't the kind of music I was into. You're just trying to create this credible kind of wordy, wordsmithy, clever song. Right, indie bohemian, kind of jazz-inflected style. Yes, that you were known something. for. And then And suddenly then I this just felt big it was- house, kind of archetypal house mega hit. Yeah, I hated it. And I was like so mad. À la base, la chanson était censée être posée par Alicia Keys ou alors Mary J. Blige. Elle était tranquille, elle s'est dit, je fais mon taf, elles vont chanter, les petits pactoles vont venir, je vais pouvoir continuer à payer mes petites séances d'alcool anonyme pour ne plus faire 1, 2, 3 drink, 1, 2, 3 soleil. À sa surprise, finalement, même si Mary J. Blige enregistre la chanson, David Guetta va choisir de garder la démo de Sia et de la laisser sur son album. Ça se fait à la dernière minute. Elle est pas du tout contente. Elle est fâchée contre son manager parce que son plan est gâté. Elle lui dit non mais mon Dieu, moi je veux pas être célèbre. Enfin, elle se dit non, ça va me faire replonger. J'aime plus ce mode de vie. En plus, les festivals, les tournées, être reconnu, je suis pas capable d'assumer tout ça en fait. Jonathan, he talked me down, my manager, Jonathan Daniel. He sort of said, listen, they've already pressed all of the copies. It would cost them probably about $500,000. Donc ça la ramène à ses anciennes démos, mais le succès est tel que ça part de fou. Vous connaissez tous Titanium, la version cartonne. La voix de Sia devient aussi un élément fort sur la pop culture. Et dans le même temps, tous les autres pop stars qui ont écouté l'homme d'Aguilera et qui voient que Sia cartonne et qui voient que Sia a un son, se disent, attendez, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce qu'on n'a pas un coup à jouer? Et Sia les regarde en leur disant, oui les filles, vous avez un coup à jouer et le coup c'est moi. Et là, on va avoir la méthode Sia. Elle va travailler sur un 5e album en 2010 qui va s'appeler We Are Born et dans lequel on va notamment trouver le producteur Greg Kurstin. C'est un producteur qui va beaucoup bosser avec elle et qui va l'aider à structurer une méthode pour pouvoir percer dans le marché de la songwriter au point de devenir la meilleure songwriter. Et déjà, une chose qu'elle sait faire, c'est qu'elle écrit super rapidement, notamment Diamonds, elle va l'écrire en 14 minutes. C'est-à-dire que, voilà, c'est super facile pour elle d'écrire les chansons. Mais, première chose que vous allez souvent retrouver, parce que là, on va faire une espèce de tuto de la musique de Sia, la première chose, c'est que le titre. Les titres, en général, les chansons de Sia, si vous y pensez, ça vous frappe tout le temps. C'est des trucs comme Titanium, Diamond, Cannonball, Alive, Perfume. Déjà, c'est des trucs super faciles à rechercher. Mais en plus, c'est des trucs qui vous marquent. C'est-à-dire que le parfum, Diamond, Cologne, c'est des mots précis qu'elle donne. Et elle ne le fait pas de façon innocente. C'est pour que ça imprègne à la fois votre esprit et à la fois les esprits du label. Well, I usually choose a one solid concept. I see a chandelier. So then I'm like, oh, I know, how could I use that? That's a strong title. C'est la première chose. Elle part de mots qu'on appellera des mots aimants, des mots qui ont une empreinte émotionnelle, des mots comme parfum, ange, des trucs qui vont vous frapper, vous, l'auditeur, qui vont frapper les personnes qui sont dans le label, parce qu'en gros, ils vont recevoir plein de chansons. Après, ils vont voir un mot genre parfum, Cologne et tout. Ça fait tic, donc elle fonctionne comme une vraie commerciale. One time, I was in the studio of Sia, and I kept being like, cause or but and she's like, we don't do those words. We don't do those words. We don't use words like that. Like, it's just like lazy. But clearly, I'm lazy. Et qui vont aussi frapper l'artiste, parce que l'artiste qui reçoit plein de chansons dans son mail va se dire, ah, ça, ce titre-là, c'est quoi? Et donc, du coup, ça attire l'attention. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point de la formule de Sia, c'est que les chansons ont une sorte d'ambivalence émotionnelle. Vous ne savez jamais, justement, sur les gros tubes de Sia, si c'est une
pure détresse émotionnelle ou c'est une invitation à la fête? Elle joue toujours entre les fameuses lignes fines dans les chansons qu'elle va donner aux artistes et ça vient justement du mot phare. Elle parle de peut-être chandelier ou alors de diamonds et après elle décrit tout un univers autour de ça et l'univers est à la fois triste et à la fois dansant. Chandelier, je ne sais pas si c'est une chanson pour danser ou si c'est un appel à l'aide. Sia, literally, you play a beat. You play like 1 second. She goes, no, stop it. She goes, I like that one. After 1 second. And she presses record on her little laptop. And she usually either lies on the ground or is in a blanket laying in a fully fetal position with like a blanket on a couch. And just like singing a demo. And she does 3 passes of it. And then she goes, okay, which one's the verse? Which one's the chorus? And which one's the pre? And then she goes, okay, I like that. And then she goes, okay, let's record. She goes, open 8 tracks. And then she knows how many harmonies. And she records it in 3 seconds. Live, tu ne sais pas si c'est une chanson, un hymne à la résistance. Ou alors un appel à l'aide. Elle joue sur ces fameux codes-là émotionnels qui lui permettent aussi de ratisser un large public. Et parfois même de toucher un inconscient chez les gens. C'est-à-dire qu'il y a une tristesse inconsciente qui est toujours dans ces chansons que tu peux ne pas percevoir, mais qui est présente et qui t'attire. Troisième point, c'est souvent la même structure musicale. C'est-à-dire qu'on entre avec une voix aérienne, un piano léger. Les couplets sont un peu confus, comme si ça marmonnait, comme si ça cherchait un peu sa douleur et tout et tout. Parfois, tu peux même pas bien comprendre ce qui est dit dans les couplets. Ensuite, on a le pré-refrain et à partir du pré-refrain, ça commence à monter. Donc, du coup, elle va ouvrir. Donc, du coup, là, vous commencez à bien comprendre ce qu'elle va dire. Puis, elle pousse dans le refrain. Ça explose avec toute la charge émotionnelle. Ça, c'est exactement ce qui se passe dans Diamonds ou dans Love Me Back to Life. Après, il y a un pont émotionnel, c'est-à-dire que ça retombe comme si tu avais fini de pleurer. Et après, il y a le dernier refrain, la rupture, la délivrance. Ça, c'est la structure émotionnelle que vous allez retrouver quasiment sur une large partie de ces chansons, qu'elles soient produites par David Guetta, qu'elles soient produites par Stargate ou alors par Greg Kurstin. C'est toujours quasiment le même faisceau qu'elle va créer. Et l'une des premières à avoir profité de ça, c'est bien sûr Rihanna avec Diamond. Et en plus, ce qui est super intéressant avec Diamond, c'est que quand elle envoie la démo de Diamond à Rihanna et que Rihanna envoie la version finale, elle est un peu choquée. Elle est choquée parce qu'elle se rend compte que Rihanna, ce qu'elle fait d'habitude, va copier totalement le chant de Sia. Elle va pas apporter de touche personnelle. Elle va faire ce qu'elle sait faire. Elle va dire, OK, c'est posé comme ça. Elle va recopier tout ce que la démo fait. Et au point, elle va se demander au début, mais est-ce que c'est ma voix ou c'est sa voix? Tellement rien ne va se calquer exactement sur ce que Sia lui a donné. Ce qui n'était pas le cas sur Christina Aguilera. Christina Aguilera a une interprétation beaucoup plus personnelle de You Lost Me. Là, elle a un peu déboussolé. Elle dit qu'au début, même, elle est perturbée par l'interprétation de Rihanna qui colle totalement à la sienne. Mais bon, elle est là pour vendre, donc elle continue son métier de vendeuse. Et quand Diamonds cartonne partout dans le monde, bien sûr, toutes les autres pop stars veulent du Diamonds. L'une des pop stars qui passe un peu à la trappe, mais qui va avoir un tube de Sia tout de suite, et c'est assez surprenant parce que lui, c'est un songwriter, c'est Nio, parce que Nio, qui est dans le creux de la vague, va avoir un tube électro de Sia et ça s'appelle Let Me Love You Until You Learn How to Love Yourself. Et la chanson, si vous l'écoutez, même si c'est un titre électro, vous allez retrouver la même structure que ce que je vous ai expliqué au début. Les deux chansons vont cartonner. Partant de là, plusieurs autres pop stars vont venir vers elle. Elle va notamment proposer à Rihanna la chanson Pretty Earth. Rihanna ne va pas la prendre tout de suite, elle va la garder entre parenthèses. Elle va proposer cette même chanson à Katy Perry qui va avoir d'autres chansons de Sia, notamment Double Rainbow. Katy Perry ne va pas l'avoir à temps et donc du coup c'est Beyoncé qui va interpréter Pretty Hurts de Sia. L'année d'après, Céline Dion fait son retour. La chanson Love Me Back to Life, la ballade là, c'est du pur Sia. Enfin, d'ailleurs, c'est encore impressionnant parce que pour le coup, Céline Dion qui est une vocaliste reconnue, dès que vous entendez la chanson, vous entendez Sia. Love Me Back to Life, what an amazing song. It's a very powerful song written by Sia. Celine, I love you!
It says it all. Just before I start to sing the song, there's no I anymore. And for me, this is when the person goes into a coma. I was walking dead, stuck inside my head. JCD va avoir un titre qui s'appelle Flashlight. Léa Mitchell va lancer sa carrière solo avec un titre qui s'appelait Cannonball. Britney Spears va avoir plusieurs chansons, Passengers, mais notamment Perfume, qui va être le second single de son album Britney Jean en 2013. Et en fait, très rapidement, ce qui est exceptionnel dans cette période de la carrière de Sia, c'est qu'elle va prendre d'assaut radiophoniquement le game. Sans être elle-même présente dans le game, en fait, tout le monde va commencer à entendre Sia tout le temps. Ce que je viens de vous citer comme chanson, c'est les tubes qui cartonnent dans l'espace de 1 an et demi, 2 ans. Donc, partout où vous passez, vous entendez Sia. En plus, dans le même temps, elle va avoir le titre avec The Weeknd, Elastic Heart, qui va être un beau succès pour elle. Donc, en fait, elle est cachée, mais elle est extrêmement présente finalement dans le game parce que tout le monde chante ses chansons. Mais le truc le plus important pour lequel je vous ai détaillé son style, c'est qu'en fait, tout le monde pose comme elle. C'est la dinguerie qui lui arrive. Et comme, à ce moment précis, elle a un autre album qu'elle doit à son label, bah, pour le coup, elle arrive en position de force comme jamais en tant que pop star mainstream. I'm able to take a risk, I guess, because I'm making enough money writing pop songs for pop stars that I could afford to fail as a solo artist. C'est quasiment inédit pour plein d'artistes, mais c'est encore plus fou pour elle. Parce que d'un coup, elles lui ont ouvert la porte de la meilleure des façons. Elles ont proposé son son, le public a adhéré. Tout ce qui manque, c'est la manière de proposer ça au public de telle sorte qu'elle puisse garder ce qu'elle veut toujours garder, à savoir une sorte de vie privée, une sorte d'intimité. Et c'est donc là que le masque va arriver. You can explain why we sit like this. It's so weird. It feels so awkward and weird. It's amazing. Le compte en banque de Sia est plat. Nous sommes en 2013 et la question qu'elle se pose comme ça un soir en regardant sa télé, c'est qu'elle dit comment elle va faire pour réussir à défendre l'album qu'elle doit au label sans avoir à apparaître dans ses clips, parce qu'elle ne veut pas apparaître dans les clips, elle sait pas comment faire. Et là, elle regarde une émission de télé-réalité américaine qui s'appelle Dance Mom, et dans cette émission de télé-réalité américaine, elle tombe sur une petite fille de 11 ans qui s'appelle Maddie Ziegler. Elle trouve que la petite danse super bien, pas de façon technique, mais elle trouve qu'il y a une émotion, une douleur dans la manière dont la petite danse et tout et tout. Dès qu'elle voit cette petite danser, elle se dit ce sera elle. Elle la connaît pas, elle l'a jamais vue, elle se dit c'est elle qui va incarner mes clips vidéo. Donc du coup, elle contacte la mère de Maddie, qui est une folle furieuse entre qui fait partie de ses parents qui sont vraiment prêts à tout pour la célébrité, quitte à sacrifier leur enfant. Mais bon, ça, ce sera peut-être pour une autre vidéo. Mais en tout cas, la mère de Maddie est plutôt OK pour que Maddie incarne Sia. Et c'est donc là que le fameux personnage de la perruque arrive. Et c'est donc là qu'elle crée ce fameux personnage avec la fameuse perruque. On la voit pas. Et Maddie qui va incarner les fameux clips. Le premier clip, ce sera bien sûr Chandelier qui va être un succès monumental. On va découvrir Maddie en juste au cœur qui va interpréter toute la douleur de Sia parce que maintenant, j'ai même plus besoin de vous décrire ce que c'est que Chandelier. Vous savez maintenant que Chandelier, c'est une chanson qui parle de l'autodestruction et du fait de sauter la vie, du fait d'être addict et dès qu'on voit une bouteille d'alcool, on dit ça parle de cette douleur et du fait qu'elle ait voulu à plusieurs reprises sauter la vie. Et donc, du coup, je vais me suspendre au chandelier. Et la particularité de cette chanson, c'est que je pense que même si vous n'avez pas compris les paroles tout de suite, vous avez compris qu'il y avait une douleur, malgré le fait qu'elle vous ait fait danser. Il y a une douleur latente dans la chanson. Et c'est le grand talent de Sia, c'est-à-dire que cette capacité à vous faire passer sa douleur dans le mainstream comme c'était finalement un masque. Ce que Maddie va représenter et ce qui va être un immense succès pour elle. Dans l'album, il y a d'autres chansons comme Big Girls Cry qui est justement une injonction inverse. C'est-à-dire qu'en général, on dit que les grandes filles ne pleurent pas. Elle dit que les grandes filles pleurent. Il y a un autre titre encore qui s'appelle Eyes of the Needle qui parle de la peur de revivre l'amour, qui est d'ailleurs ma préférée de cet album-là. Et l'album s'appelle 20,000 Forms of Fear, 1000 formes de peur,
qui revient encore sur sa peur de la célébrité. Et il va être un immense succès pour elle, plus de 4 millions d'exemplaires vendus. Et en fait, d'un coup, elle va devenir un personnage public célèbre dans une particularité, c'est-à-dire que beaucoup de fans de musique, nous, on savait tous qui était Sia, on connaissait tous le visage de Sia, mais en même temps, elle avait réussi à créer quelque chose qui était super intéressant, c'est-à-dire que pour le grand public, il y avait une sorte d'attrait pop. I know what you look like, but whenever you perform, you do not like to show your face, and I think people don't understand why, so explain that first. Well, it's so that I can go to Target and buy a hose if I want to. Or if I'm in need of a restroom and I can't find one, I could go by the side of the road and nobody would be following me with a camera trying to get... Cette fameuse perruque qui créait une distance ou un mystère entre elle et le public, alors que bon, moi j'ai toujours trouvé ça un peu particulier quand même, parce que en tapant s'il y a 3 secondes sur internet, tu savais qui elle était, tu voyais ses anciens clips. Donc c'était une particularité, mais ça a très bien fonctionné. Le personnage de Maddie Ziegler est devenu, je pense, iconique dans la scène pop des années 2010. Sia, thank you so much for your talent. It's extraordinary. It's so powerful, touching. I hope you write me more. That's my wish for myself. Thank you. Sia's really great at writing those kind of songs, and I love singing them, so it really worked. But it must be nice when people kind of come to you and say, we've got this song which we think you would be great for. Yeah, well, and Sia's a great vocalist. So when she's on the demo, you're going, wow, she's such a stylist. Mais ce qui est aussi super intéressant, c'est qu'à partir de ce moment-là, quand Sia va vraiment cartonner avec son son, en fait, les pop stars vont quand même avoir moins besoin d'elle. Elles vont continuer à faire appel à elle, mais elles vont commencer à avoir un peu moins besoin d'elle. Kylie Minogue est, je crois, l'une des grosses dernières pop stars à faire appel à elle sur l'album Kiss Me Once, qui est d'ailleurs plutôt pas mal. Et d'ailleurs, Kylie Minogue est intéressante parce que justement, elle, c'est l'une des rares à poser différemment de Sia sur les instrus de Sia. Et le succès de Sia va se confirmer en tant que pop star et elle va trouver plus ou moins cet équilibre entre sa vie privée, une vie maintenant luxueuse et maintenant le fait de pouvoir profiter de son talent, c'est-à-dire que de continuer à écrire 10, 15 chansons par jour. If this whole not showing my face thing, affected sales or whatever negatively. But actually it turned out to work out in my favor. It's crazy. It's crazy. Et maintenant que les pop stars vont commencer à moins demander certaines de ses chansons à partir de 2015-2016, elle va se trouver avec un gros catalogue de chansons que les pop stars ont refusé. C'est-à-dire que les chansons qu'elle avait envoyées à Rihanna, Beyoncé, à plein de pop stars n'ont pas forcément été retenues. Elle va se dire que bon, vu que j'ai tout ce catalogue de choses que j'avais gardé qui me semblent efficaces, le label me demande qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, réexploitons-les. C'est comme ça qu'on va appeler l'album This Is Acting. Et je trouve d'ailleurs que c'est son album le plus important de sa période de mainstream. Parce que This Is Acting, c'est-à-dire que ça, c'est de l'acting. Ça montre bien ce qu'elle fait, en fait. C'est-à-dire que vraiment, c'est une sorte de représentation sur la scène pop. Et ça va être lancé par le single Alive. Et on va avoir d'autres tubes comme Cheap Thrill. Ou encore Reaper, qui tous les deux ont été rejetés par Rihanna. Dans l'album, il y a la chanson Birds Set Free qui était destinée à Demi Lovato. Dans le même temps, elle va avoir la chanson The Greatest, qui est, je crois, son dernier gros tube mondial avec Kendrick Lamar. Et en 2017, l'exploitation de l'album commence à se terminer. SZA reste extrêmement forte sur la scène pop, notamment en France, où elle a d'excellents chiffres radio. Aux États-Unis aussi, ça marche bien dans plusieurs pays dans le monde. Mais à partir de là, il commence à y avoir petit à petit un revers de médaille, notamment à partir des critiques pop. C'est-à-dire qu'à partir des critiques de magazines, elle sort un album de Noël qui va être assassiné par les critiques, très durement reçu. Et petit à petit, il va commencer à s'y installer une sorte de désamour, que je suis sûr que vous avez tout de suite compris au vu des chansons qu'on a enchaînées depuis tout à l'heure. À partir de 2017-2018, la formule de Sia s'est tout simplement retournée contre elle. Pour les mêmes raisons qui ont fait en sorte que Sia devienne Sia. Le moment où tout le monde chante comme elle et tout le monde est extraordinaire et qui lui permet de devenir une sorte de gimmick et de devenir sur le devant de la scène est génial pour elle. C'est inespéré. Elle réussit à créer quelque chose qui est inédit pour elle et à structurer sa vie. Elle abandonne l'alcoolisme et elle peut profiter de son art et tout.
Mais au moment où elle devient un gimmick et que on a le fameux personnage entre elle et Maddie, de l'autre côté, ce qui se passe, c'est que la formule étant toujours la même, parce que c'est ça le truc. Si vous réécoutez toutes les chansons dont on vient de parler, The Greatest, Unstoppable, Alive, Chandelier, Perfume, c'est assez impressionnant parce que vraiment elle est très talentueuse, mais elle fait quasiment toujours la même formule. Même chez Céline Dion, c'est assez fou d'ailleurs. Elle fait toujours la même structure de chanson. Elle connaît son karaté par cœur. Mais le problème, c'est que autant ce karaté a fini par marcher pendant 3-4 ans, mais si tu le fais pendant 6-7 ans, avec en plus pour toi les mêmes clips, mais en fait, le public s'est bien évidemment petit à petit lassé, même si en vérité, ça restait qualitatif au niveau de la pop mainstream. Il va y avoir une overdose assez logique du public. Plein de personnes vont commencer à vous dire que les cris de Sia, ils en peuvent plus. Elle va donc inévitablement connaître ce qu'elle ne pensait pas connaître, à savoir le revers de la célébrité. Parce que elle est célèbre. Alors elle avait imaginé vivre dans un monde caché. Non, elle est célèbre, les gens savent qui elle est, et donc du coup ils vont la critiquer exactement comme toutes les autres célébrités, et ils vont d'ailleurs critiquer le fameux personnage de Maddie. Ils vont commencer à expliquer que Maddie, qui est une jeune fille qu'elle prend à 11 ans, est exploitée par Sia. Ce qui peut faire l'objet d'une vidéo à part parce que, encore une fois, c'est un problème beaucoup plus complexe et beaucoup plus profond. Mais toujours est-il que Maddie, ayant souvent une tenue juste au corps, dansant souvent avec des hommes un peu plus âgés qu'elle et tout, beaucoup vont voir une sorte de malaise dans cette femme adulte qui se cache pendant qu'un enfant représente ses émotions. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de profondément malsain dans ça? Et progressivement, donc ce qu'elle ne voulait pas, elle qui se sait fragile, ça va atteindre Sia. I love making music and singing, but I just didn't really want to participate in the music industry promotional cycle. D'ailleurs, les appels de chanteurs et de chanteuses juste au moment de faire les chansons dans les albums vont être de moins en moins présents parce que c'est moins bankable, c'est le game. Et à partir de 2020, elle va se lancer dans un projet de film. Elle va décider de faire un film représentant une jeune femme autiste, un film musical. Elle va tout produire, elle va vraiment s'investir dedans. Alors, j'essaie de regarder ce film, j'ai jamais fini de le voir, mais ça met en scène une femme qui est un peu paumée, qui sort de prison, qui s'appelle Zou, et il y a une ado qui s'appelle Music. Donc, ouais, vas-y, l'originalité. Mais l'ado qui s'appelle Music est autiste, et donc du coup la meuf qui sort de prison, qui est sa sœur, sa demi-sœur je crois, en fait doit s'occuper d'elle, et donc du coup cette femme qui est un peu paumée doit prendre en charge une ado autiste. Alors en soi franchement c'est pas hyper original, mais si elle a vraiment vécu comme le scénario de sa vie, elle voulait rendre hommage à une amie autiste qu'elle adore, et vous savez que c'est aussi quelque chose qui lui tient à cœur. Sur son album de 2008, quand vous regardez la pochette, elle écrit en langage des signes. Elle a ce côté où elle veut prendre, je pense, la voix pour les personnes un peu défavorisées, les personnes un peu invisibilisées, et c'est ce qu'elle, je pense, essaie de transmettre dans ce film-là. La problématique, c'est que c'est Maddie Ziegler qui joue encore une fois le rôle de l'adolescente autiste, et qu'en fait, à la sortie du film, elle va se prendre une flopée de critiques absolument incroyables. Peut-être que vous en souvenez, mais en 2021, Sia était devenue la bête noire d'Internet. C'était assez incroyable d'ailleurs. Des magazines qui ont déjà dit que c'était l'un des pires films de l'année. La bande originale s'est fait assassiner. Les premières critiques sont venues sur le fait que le scénario était assez banal et médiocre, mais encore ça passait. Mais beaucoup de personnes ont attaqué le jeu d'acteur de Maddie Ziegler. Ils ont estimé que c'était pas une femme autiste, et que si on voulait vraiment œuvrer pour la représentation des personnes autistes, il fallait que ce soit une actrice autiste qui joue ce rôle-là. Ça peut paraître banal à certaines personnes, mais ça ne l'est pas pour beaucoup de gens. La polémique a pris énormément d'ampleur, surtout que moi, qui suis allé regarder le film, j'ai compris que le film, c'était une sorte de long clip de Sia, pour moi en tout cas, parce que le film est, il est entrecoupé de scènes où Maddie danse, parce qu'en gros c'est ça, plusieurs scènes, à chaque fois ça ressemble à des clips de Sia, parce que Maddie danse, et après le film reprend, Maddie danse, bon voilà. Donc du coup, il y a ce petit côté, je comprends pourquoi elle avait besoin de Maddie Ziegler, mais de l'autre côté, en fait elle s'est pris un backlash horrible de personnes qui ont estimé que elle manquait de respect à la communauté de personnes autistes. Ça a pris une ampleur folle, parce que en plus dans le film, à certains moments, apparemment il faut pas mettre les personnes autistes dans certaines positions, notamment sur le sol ou les agripper sur le sol, et c'est fait à plusieurs reprises dans le film de Sia. Donc du coup ça a été encore plus critiqué. Elle l'a très mal vécu. Je pense d'ailleurs que
si vous y réfléchissez, c'est très bizarre que Sia ait sorti un film et que vous n'étiez pas au courant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça a été tellement violemment reçu que la com s'est très vite arrêtée. C'est comme si c'était mort-né. En plus, elle a fait la gaffe originelle, mais on l'a tous fait, je pense, d'aller répondre sur Twitter. C'est-à-dire que plusieurs acteurs se plaignaient d'avoir fait les castings de Sia et de pas avoir été sélectionnée, et là elle s'est lâchée. La Sia qu'on savait douce, timide et tout, elle a répondu méchamment sur Twitter. Elle a dit à certains, mais peut-être parce que toi t'étais un mauvais acteur. Ou alors elle dit, j'ai essayé de caster des personnes autistes, mais elles ont trouvé l'expérience trop stressante. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment précis, je pense que elle s'est enterrée elle-même, parce qu'elle a fait beaucoup de tweets. Et vous comprenez le ton des tweets. Je pense qu'elle a été blessée ce jour-là. Ça arrive à tout le monde. Mais le problème, c'est que tu fais un film sur les personnes autistes pour pouvoir les mettre en avant, et tu dis à une personne autiste qui te dit que tu l'as pas sélectionné, tu lui dis peut-être que t'es un mauvais acteur. Oui, peut-être qu'il était un mauvais acteur, mais sur Twitter et sur les journaux qui veulent déjà ta peau, ils vont pas prendre ça comme ça. Ils vont dire que, en fait, finalement, est-ce que tu méprises les personnes autistes? Bon, ça, c'était quand même le monde de la cancel culture, vous en souvenez. Donc, du coup, elle l'a très mal vécu. Elle a arrêté la communication autour du film parce que Maddie aussi se fait harceler parce que elle n'a rien demandé. Elle voulait juste mettre en avant le film de sa pote. Et si ça va très mal vivre cette déconvenue, elle va supprimer son compte Twitter, elle va s'éloigner des réseaux sociaux, il va plus y avoir de communication autour du film, et quelques mois plus tard, elle va s'excuser en disant que elle a mal pris les commentaires et que peut-être que les choses auraient dû être faites différemment. Et on ne va plus la voir pendant longtemps avant 2024. Où elle va revenir avec un album pop qui s'appelle Reasonable Doubt, qui était lancé par le single Give Me Love. Et d'ailleurs, je pense que la France est le pays qui a le mieux reçu cette chanson. Je pense que ça a été très très bien diffusé en France, et c'est le seul pays dans le monde d'ailleurs. Je crois qu'elle est disque de platine en France. L'album n'est pas un gros succès, même si on retrouve des titres sympas. Avec Labrinth, avec lequel elle a formé un groupe dont on parlera dans une vidéo sur la carrière de Labrinth. Et en fait, j'ai trouvé que l'album était, pour moi, sympathique. Il y a un duo avec Chaka Khan d'ailleurs, même si on reconnaît pas Chaka au début. Mais je trouve que c'est du Sia mainstream, c'est-à-dire que pour moi, c'est de l'acting. J'ai l'impression de toujours la retrouver au même endroit, mais de façon moins profonde. Et c'est ça qui est un peu particulier, c'est-à-dire que c'est toujours la même structure. Et quand vous écoutez Give Me Love, il aurait très bien pu être sur un album dans la structure de 2013 de Sia. Mais le seul problème, c'est que peut-être que la finesse et la douleur qui faisait la passion des premiers titres n'est plus la même. And it's a sad song, isn't it? It makes me... See, I don't even know. It makes me sad. I've never analyzed. I don't really analyze my own work. Do you know what that it's about? Peut-être que c'est aussi ça que ressent une grande partie de son public, au-delà de la lassitude qu'ont pu entraîner sa grande période mainstream, qui est l'une des périodes phares des années 2010. Toutefois, moi, je ne vois absolument pas sa carrière comme une sorte de chute dans l'industrie. Moi, je trouve qu'elle, en fait, c'est typiquement le genre de personne qui n'avait jamais, mais jamais de sa vie imaginé être là, et qui en fait a profité au maximum de ce que le mainstream pouvait lui offrir sans finalement être détruite, parce que il faut se souvenir que son but c'était pas de faire carrière, son but c'était de vivre. Et je me dis au final que si cette femme a réussi alors qu'elle avait tant de démons en elle, alors que pendant 15 ans elle était dans la farine, l'alcool et tout, elle a réussi à, dans sa trentaine, je ne dis pas que 30 ans c'est vieux, parce que dès qu'on dit dans sa trentaine, j'ai vu que vous êtes sensible. Donc je ne dis pas ça, je veux dire que des fois, on peut penser dans l'industrie musicale que tu es enterré quand tu arrives dans la trentaine, quarantaine. Et donc si à 36, 37 ans, elle a accédé à une porte du mainstream, elle a refait toute sa carrière. Et au lieu de sombrer, elle a survécu, c'est-à-dire qu'elle a eu ses plus gros tubes, elle a tout eu. Et même si effectivement ils l'ont défoncé avec le film, avec Maddie et tout, finalement elle tient debout en fait. Elle est toujours là, elle écrit toujours, elle est toujours une artiste que vous connaissez, et surtout le plus important, elle vit, elle écrit. Elle a réussi à faire ce que elle n'arrivait pas à faire au début et que je demandais de faire là. Expirer, inspirer, de façon qui me semble plus légère, même si, paradoxalement, sa musique peut-être on prend un coup. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez cette interview, mais il y a une interview que j'aime beaucoup d'elle. C'est quand elle défend, je crois, c'est Chandelier à la télé. Et le mec lui parle de Diamonds et il lui dit, la personne qui a écrit Diamonds a dû beaucoup souffrir.
Et j'aime beaucoup ça parce que vous voyez, c'est vrai, en fait. Vous entendez, quand vous comprenez le texte de Diamond, vous comprenez que c'est quelqu'un qui a vraiment ressenti énormément de douleur. Il lui dit, franchement, je sais que la personne qui a écrit Diamond a dû beaucoup souffrir. Il lui dit même, je suis désolé. Et elle pleure. I think of you as the diamond in the sky. Oh. And that you're shining bright now. I'm gonna cry. Right? Isn't that it? You're so nice. But you're shining bright like a diamond now. And it's so beautiful. You're so sweet. I'm crying. No, but isn't that the beauty that you didn't kill yourself? I mean, you almost took your own life. I mean, how we would have lost out on this diamond in the sky. I can't talk because I'm crying. Really bad. I mean, you called a drug dealer and you said, "Listen, give me 2 of everything. This is it. I'm doing it." That was in 6 months before I hit bottom. Like, that was when I was like, oh, this seems like a great idea. 2 of everything, try it. And of course, the pharmaceutical heroin won. Yeah. So, and 6 months later, I was like, really, that's when I was so depressed. I wanted to die. Oh, man. It's just so, well, thank God for 12-step program, right? I agree. It does work. It works. And so, you know, I think out of all that misery comes a song like Diamond in the Sky. I don't think a happy person or a person who hasn't suffered could write a song like that with that much emotion. You can make me cry again. No, I mean, I'm serious. I mean, it's terrible you have to go through that kind of pain to write a song. But I think it's very unique, that song. It's very special. Thank you. And you're very special. Et je trouve que ça se ressent aussi, c'est-à-dire qu'elle est plus heureuse aujourd'hui, je pense qu'elle est plus équilibrée, elle est moins dans les one to drink et donc du coup sa musique est plus légère, mais en même temps je suis content pour elle parce que je me dis que bon, elle a donné quoi. Tout ce que j'espère c'est que elle quittera selon moi le créneau mainstream pop là et qu'elle ira vers d'autres choses parce que je trouve que ce sera plus intéressant pour elle de faire peut-être de la musique peut-être jazzy, soul. Quand je dis ça je suis sérieux parce qu'elle vient de là, donc des trucs différents de ce qu'elle fait actuellement parce que ça la réduit un peu artistiquement par rapport à tout ce dont elle est capable de faire. Mais nous arrivons donc à la fin de cette analyse sur Sia. Dites-moi ce que vous pensez d'elle, déjà de sa peine, de comment elle est arrivée là, de ses textes extrêmement difficiles, de comment en fait c'est quelqu'un qui ne pensait pas être encore avec nous là actuellement et qui par la force des choses est resté. De comment elle l'a transmis ça dans sa musique, de comment elle a pris d'assaut la planète musicale en écrivant pour tout le monde et de telle sorte que les radios jouaient tellement du Sia que en fait elle a créé le personnage et le masque avec Maddie Ziegler, de comment vous l'avez peut-être découvert à cette période-là, quelles sont vos chansons préférées d'elle, quelles sont les chansons préférées qu'elle a écrites pour vos idoles, Rihanna, Beyoncé, Nio, Shakira, Kylie Minogue, toutes les chansons qu'elle a écrites pour d'autres artistes, Britney Spears, quelles sont les chansons que vous préférez, est-ce que vous sentez toujours cette douleur, que pensez-vous aussi de la structure musicale, parce que je vous ai parlé de la structure musicale de ces chansons, est-ce que vous la reconnaissez, est-ce que ça vous a saoulé à un certain moment, ou alors vous êtes partie des personnes qui avaient jamais aimé ça, c'est aussi possible. Que pensez-vous de la réception du film avec Maddie Ziegler, est-ce que vous trouviez que la relation qu'elle a avec Maddie est justement toxique ou pas du tout, les gens exagérés, dites-moi tout dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de Sia. Moi ma chanson préférée d'elle pour une autre artiste, je pense que ce sera toujours You Lost Me de Christina Aguilera parce que je trouve cette chanson extraordinaire. Mais n'hésitez pas à me dire, vous, celle que vous préfériez. Saviez-vous qu'il y avait autant de douleur derrière Chandelier et le fait que le double sens c'était de partir? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez de Sia, à liker, à commenter, à partager. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ne montre pas ça aux gens, s'il te plaît. Priez de ne pas, s'il te plaît, mettre ça dans tes montages. Le fait de l'avoir dit, je sens venir. Oh putain. Épargne-moi. Ça donne quoi d'ailleurs? De l'ombre à la lumière. Attends, ok, je suis prêt. C'est Wallen dans Business. Elle dit, je suis prête. Je vais pas réussir à faire cette intro. C'est une catastrophe. De l'ombre à la lumière, il n'y a parfois qu'un pas. Une mèche rebelle. Je suis vraiment complètement taré, en fait.